Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisens, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisens. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Samantha, jeune maman de 33 ans, d'origine cambodgienne, et surtout fondatrice d'Amae, maison de périnatalité située à Nantes. Samantha n'a pas toujours été dans le bien-être. Bien qu'une première expérience en stage eût été concluante, elle s'oriente au gré de ses stages vers des projets digitaux et événementiels. Elle passera quelques superbes années chez Renault à Paris en tant que chef de projet digital. C'est à la naissance de sa fille que Samantha se rend compte qu'elle n'est plus du tout alignée avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle elle travaille et saisit l'opportunité d'un plan social et d'un déménagement dans la région nantaise pour réfléchir à la suite de sa carrière. L'envie d'entreprendre, et notamment dans le domaine du bien-être, réapparaît et c'est ainsi que débute l'histoire d'Amae. Je vous laisse découvrir nos échanges et surtout son parcours. N'hésitez pas à partager ce podcast et à soutenir Samantha dans cette période en demi-teinte de l'entrepreneuriat. Belle écoute! Bonjour Samantha, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Marie-Astrid de m'inviter. Je t'en prie, donc je suis dans tes locaux aujourd'hui et je voudrais d'abord te poser une question, de savoir comment tu te sens. Écoute, ça va. Il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, en ce moment, c'est un peu plus down que up, mais ça va. Alors, on va parler au gré de ces minutes ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter et de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Ouais. Alors, je m'appelle Samantha, j'ai 36 ans et je suis maman. J'aime bien me définir aussi, d'abord en me définissant comme maman. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Cléo, qui a 4 ans. Et on habite à Nantes avec mon conjoint depuis 3 ans. Avant, on était à Paris, comme beaucoup de nouveaux Nantais. J'ai créé, il y a quelques mois, Amae, maison de périnatalité, à Nantes. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait venir à Nantes, déjà, si tu peux nous le partager, et surtout, qu'est-ce que tu faisais avant à Amae? Ouais. Alors, ce qui nous a fait venir à Nantes, c'est quitter Paris. Post-confinement, je pense que ça a été... Alors non, le Covid n'a pas du tout eu d'incidence par rapport à ça. On avait ce projet de vie depuis un certain temps avec mon conjoint. En fait, pour l'anecdote, quand on s'est rencontrés, moi j'habitais à Londres, je travaillais à Londres et lui était interne en médecine à Paris. Okay. Et donc, une fois ses études finies, pour lui c'était pas possible de me rejoindre à Londres. Donc, dans tous les cas, il fallait que je rentre à Paris. Par rapport au diplôme, je crois, l'équivalence. Par rapport au diplôme, exactement. Okay. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, je veux bien rentrer en France, mais on n'habitera pas à Paris. Parce que j'ai vécu toute ma vie à Paris, lui aussi d'ailleurs, on est parisiens tous les deux. Et je lui ai dit, moi, j'aime pas Paris. Donc, si je reviens en France, on quittera Paris. Donc, c'était le deal. Okay. Et donc, il a quand même fini ses années de médecine, ses années d'internat. On a vécu quelques années ensemble à Paris, du coup. Et ensuite, quand on a eu l'envie de fonder une famille, là, voilà, l'idée de quitter Paris s'est imposée. Et donc, on a cherché où est-ce qu'on aimerait habiter en France, que ce soit pas trop loin de nos familles, pas trop loin de Paris non plus. Super, okay. Ville dynamique. Et puis, Nantes s'est imposée très vite, en fait. Génial, ok. Parce que moi, j'avais fait un stage à Nantes quand j'étais étudiante, quelques mois, et j'avais adoré cette ville. On n'est pas loin de la Bretagne où la famille de mon conjoint est. Pas trop loin de Paris non plus, donc voilà, Nantes ça s'imposait, il a trouvé un travail assez facilement, et puis moi, justement, Covid oblige, j'avais toujours mon poste à Paris, je vais en parler juste après, mais du coup j'étais en 100% télétravail. Donc nickel, ça n'a pas gêné du tout, quoi. Ça m'a pas gêné du tout, ça n'a pas impacté ma vie professionnelle de venir à Nantes. D'accord. Et donc tu faisais quoi? Et donc avant d'être entrepreneur, j'étais salariée. Okay. J'ai été salariée pendant plusieurs années chez Renault. Automobile, voilà, j'étais dans l'industrie automobile avant, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu un parcours
enfin pas atypique, mais j'ai commencé d'abord en agence de communication digitale, où j'étais chef de projet digital, puis consultant en digital, puis chez Renault, pardon, qui était mon client, D'accord. puis internalisé chez Renault en digital aussi, donc chef de projet digital. Et ensuite, chez Renault, j'ai pu occuper différents postes, et le dernier poste que j'avais, c'était chef de projet événementiel. Ok. Et donc, j'organisais les stands que tu peux voir sur les salons de l'auto, le stand Très bien. Renault, le stand Dacia ou le stand Alpine aussi. Voilà, je coordonnais tous les gens qui faisaient en sorte que ce stand vive, prenne vie et vive pendant une semaine sur un salon de l'auto. D'accord. Et peut-être d'un point de vue juste B2C, ou tu contactais les pros pour venir voir les nouveautés des marques, etc. Alors, c'était vraiment du B2C D'accord. pour le coup. Et en fait, moi, mon rôle, c'était vraiment de coordonner toutes ces personnes qui construisent le stand, qui font vivre le stand. Et après, voilà, il pouvait y avoir des personnes de chez Renault qui invitaient après. Oui, leurs d'accord, clients ça c'est B2B. Voilà. la division commerciale qui s'occupe de C'est leur ça. rendez-vous, quoi. Ouais. Ok, donc ouais, t'as tout l'amont avec les fabricants de stands et tout, Ouais, ça doit être génial, ça. c'était hyper épanouissant en fait. Bon, faut savoir que chez Renault, on est énormément, donc il y a une multitude de métiers, mais il y a certains métiers qui donnent plus envie que d'autres. Bien sûr. Et je pense que je faisais partie de ces métiers chez Renault, un métier un peu à paillettes, entre guillemets, bien sûr. parce qu'en plus, on travaillait avec le gratin, entre guillemets. Hein, on travaillait avec Carlos Ghosn à l'époque, donc les équipes de Carlos Ghosn, on côtoyait voilà, le top management de Renault, de Nissan, de Dacia, de Alpine aussi. On travaillait avec des VIP aussi, hein, parce Bien que sûr. bon, à l'époque de Carlos Ghosn, il avait beaucoup d'amis VIP. Apparemment, donc, oui. voilà, Ça l'a invité perdu. Johnny Hallyday, invité Pierre D'accord. Hermé sur le stand Renault, organisé un DJ set avec, comment il s'appelait Offenbach. Ah, très bien, ouais. Voilà, je me rappelle que voilà, c'était une de mes missions justement d'organiser cette soirée-là. Et donc voilà, ça restait un métier à paillettes, un métier hyper enrichissant aussi, où on travaillait avec plein de profils différents, parce que bon là, on travaillait avec effectivement un peu du gratin, du top management, mais on travaillait aussi avec des standistes, Bien sûr. ceux qui construisaient des stands, on travaillait avec des ingénieurs qui construisaient des voitures, parce que les voitures, D'accord. on les construisait exprès pour le salon. Ah ouais, ça Ouais. je savais pas. Ok. Ah ouais, c'est des voitures spécifiques. Genre pour les le salon. prototypes, quoi? Ou alors, Il y avait du prototype, ok. il y avait aussi de la voiture de série, mais avec des options un peu plus poussées Ok. pour en mettre plein la vue Bien aux sûr. visiteurs. Donc on construisait les voitures exprès pour le salon. Ah, je savais pas, ça c'est intéressant. Ok. Ouais, moi non plus, je ne savais pas avant. Et puis après, ces voitures, on peut les revendre aussi, on les revendait en voiture d'occasion. Ouais, ok. Voilà. Et elles sont estampillées par un truc particulier, genre voiture de démonstration? Ouais, voiture d'exposition à 0 km, Ok. avec tant d'options, parce que voilà, forcément, il y avait plusieurs... Il y a tout, quoi. il y Faut avait le- tout. Après, voilà, il y a certaines voitures qu'on ne pouvait pas revendre par la suite, mais effectivement, on exposait aussi des prototypes. Et ça, c'était sympa, parce qu'on travaillait avec le design, Ouais, avec très les bien. designers. Donc, Donc tu étais en très transversal Ouais. dès le départ, quoi. riche. Ouais. Et comment t'es passé justement de Renault est mon client à je suis dans Renault, enfin, entre guillemets? Ça s'est fait assez naturellement parce que justement quand j'étais consultante pour Renault, j'étais à Londres, Oui, d'accord. puisque l'agence digitale avec qui Renault travaillait était basée à Londres. Et du coup, D'accord. moi, ils m'avaient délocalisée Super. à Londres. Super Génial. opportunité. Génial, super opportunité. Je Ok. travaillais sur Brick Lane en plus, donc Super. Shoreditch, génial. Et en fait, justement, j'ai rencontré mon copain à l'époque, qui donc était à Paris. Et donc, quand j'ai décidé au niveau perso de rentrer à Paris, j'en Ah oui, ai parlé à Renault, à mon client, qui m'a dit Sam, nous, on veut te garder avec nous, donc il y a une place en interne, si tu veux, viens. Ah, génial. Donc ça s'est fait comme ça. Alignement total, quoi. Alignement total. Trop bien. C'était bien parce que du coup, je rentrais dans des conditions hyper sereines. Après, bon, la difficulté, ça a été que je passais côté client. Et du coup, mes anciens collègues consultants, du coup, je devenais leur donneur d'ordre, par exemple. Donc, au début, c'est un peu compliqué. La posture? Ouais, la posture était compliquée. Après, bon, je suis quelqu'un d'hyper hyper sympa, hyper social et tout. Donc, du coup, il n'y avait pas de hiérarchie entre nous. Mais bon, voilà, sur le papier, il y avait quand même une sorte de hiérarchie. Oui, puis je pense que ça peut aussi faire grincer des dents aussi, peut-être, je sais pas. Je sais pas, Tant mieux. Ouais, voilà, j'ai pas cherché à trop savoir. Après, voilà, Ça a bien j'ai fonctionné, passé quoi. des entretiens aussi. On m'a Oui, on m'a pas ouvert un poste chez Renault pour moi. J'ai passé des entretiens. Il y avait d'autres candidats aussi. Et donc voilà. Ouais, non, c'est bien. Tu te sens propre, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. J'ai pas marché sur les pieds de personne. Et comment tu as fait pour digitaliser, télétravailler ce poste, en fait, parce que là, tu es dans l'événementiel
Et en plus, tout est à l'arrêt pendant le Covid. Et du coup, tu fais quoi? Alors, pendant le Covid, ma fille venait de naître. Ah, ok. Quelques temps avant, elle avait 5-6 mois, je crois, quand D'accord. à la première vague, au premier confinement. Et pour l'anecdote, je devais reprendre le boulot le jour du confinement, en mars. Donc j'étais hyper contente de retourner au travail parce que j'ai été assez isolée pendant mon congé mat à la maison toute seule avec ma fille. J'avais qu'une seule hâte, c'était de retourner sur les salons. En plus, tu venais de déménager. Vous non, aviez déménagé? on était encore à Paris, pardon. À ce D'accord. moment-là. Donc quand même, tu avais quand même ton village qui était, entre guillemets, ta famille, j'imagine, et tes amis à Paris. Ouais. Donc tu t'es sentie quand même isolée parce que tu me dis qu'elle est née avant le Covid. Ouais, isolée, mais parce que... Parce que tu travaillais plus, en fait, c'est ça dans ce... Voilà, Ok. congé mat qui s'est... j'ai pris mon congé mat comme n'importe quelle femme, mais c'est vrai que du coup, quand ma fille est née, ouais, j'étais souvent seule à la maison. J'avais des visites, bien sûr. Mes parents venaient me visiter, mes sœurs, ma famille, les amis. Mais Ils avaient leur vie, quoi. ils avaient leur vie aussi. Et en fait, du coup, le reste du temps, j'étais seule avec ma fille. Et puis, bon, je me suis mis aussi beaucoup de pression quand elle est née. D'accord. Et donc, du coup, je m'isolais aussi beaucoup toute seule. Par exemple, l'allaitement, pour moi, je ne pouvais pas allaiter en public. Enfin, je me l'interdisais, en fait. D'accord. Et pour toi, ou c'est... Ouais, ça te faisait pas d'être en public faire Ouais, ça. voilà, allaiter Ok. en public, à l'époque, je n'aurais pas osé. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'avais un autre bébé, je le ferais, peut-être. Mais en tout cas, à l'époque, je n'osais pas sortir et devoir l'allaiter en public. Quoi. La pudeur aussi. Ouais, pudeur. Ok. Ou même, c'est très bête ce que je vais dire, mais quand elle était vraiment toute petite, j'avais peur qu'elle respire l'air extérieur, l'air Oui, non, ok. pollué de Paris. Enfin, Surtout Paris. voilà, du coup, je voulais pas la sortir en fait. Ok. Donc, je me l'interdisais aussi de sortir. Donc, on était très souvent toutes les deux à la maison. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui aime voir ses amis, Le sa contact, famille, ouais. le contact humain. Et donc, du coup, je me le suis imposé, c'est vraiment mon tort. Oui, parce que ton conjoint, lui, peu importe. Lui, après les 11 jours de congé Oui. paternité, il a dû retourner travailler. Et après, avec le confinement, lui était mobilisé pour aller Oui, travailler. c'est vrai, Donc, oui. du coup, tous les jours, en fait, il était à l'hôpital. Oui, non, mais je veux dire, il était OK avec le fait que tu restais à la maison, il te Oui, suivait bien dans tes sûr. idées, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc non, moi j'ai ressenti un isolement quand même pendant le congé mat. Ouais. Ok. J'ai essayé de chercher aussi, puis même en pleine journée, en pleine semaine, tout le monde travaille en fait. Oui, mais on se fait chier. Donc en fait, voilà, Mais exactement. disons-le. Mais c'est ça en fait. Et je me rappelle. On est fatigué aussi, il faut se reposer, mais... On se reposait, mais bon, moi on disait toujours dors quand ta fille dort. Ça c'est... Mais bon, en fait, à chaque fois, voilà, on a toujours envie de faire. Moi, j'adore faire 36 moi 000 aussi. choses, donc je profitais du moment qu'elle dormait pour faire une lessive, faire la vaisselle, faire machin. Ce qui est... Ah, mais complètement. Mais en fait, On le fait toutes, ouais. et au final, on est fatigué. Ouais. Et j'avais T'as la pas- charge mentale de ça, de la logistique, en fait. Exactement, ouais. Et j'avais pas conscience de ça, je pense, quand j'étais toute jeune maman, de cette fatigue accumulée et qui, au final, a tiré sur le moral, sur les nerfs, sur tout. Quoi. Puis période d'hiver. Et période... non, là, on était en avril-mai, donc on Ah était au d'accord, ok. printemps. Elle est née à quel mois, tu me dis? Elle est née en septembre. Septembre, ma oui, fille, mais du septembre coup, 2019. Tu vois, t'as eu quand même les 6 mois jusqu'au Covid, Oui, ouais, où c'était la période hivernale, c'est vrai. parisienne. Ouais, c'est Je vrai. viens juste à le préciser. Gris, froid tout le temps. Voilà, alors j'ai pas de préjugés, hein, mais bon, Mais c'est vrai quand j'imagine. même. Un peu mouillé, quoi. Et après, t'arrives sur les beaux jours où on a eu un temps magnifique pendant le confinement, mais Ouais. ouais, là, t'as dû dire, je renais, je vais reprendre le travail, il va faire super beau. Et là, le drame. Et là, le drame, parce que pas de travail, et en Bah plus non, ouais. de pas de travail, pas aller au travail, il n'y a plus de travail du tout, Bah puisqu'en oui. événementiel, tout s'est arrêté Tout à net, fait, ouais. vraiment sur tous les salons. Quoi. Tout était interdit. Ouais. Tout a été interdit, et du coup, je me suis retrouvée sans travail. Ok. Mais genre, c'était Euh, chômage technique, du coup? C'était chômage technique pour toute l'équipe, puisque Ok. tous les événements physiques étaient annulés. En plus, moi, j'ai eu une déconvenue au travail, parce qu'on m'avait confié un très beau projet à mon retour de congé mat. Et j'ai été confrontée à une mini mise au placard, puisque ce projet, on l'a confié à une autre personne, puisque Samantha, tu comprends, maintenant t'es maman, t'auras moins de temps. Enfin, on me l'a fait comprendre, on me l'a pas dit, mais je l'ai bien compris. Faudra que tu rentres tôt le soir. Voilà, c'est ça, t'auras moins de temps consacré au travail. Donc, mise au placard pour moi. Donc finalement, le Covid a bien fait les choses, puisque retour de karma, il n'y avait plus rien. Ni pour l'autre personne. Voilà. Yallah. Il n'y avait plus rien. Mais bon, chez Renault, on a vite rebondi et on a vite, entre guillemets, digitalisé nos événements, Tout à fait. puisque du coup, on devait tout faire à distance. D'accord. Donc, on s'est équipé et on a fait des mini-événements pour des journalistes plutôt Ok. que pour des visiteurs pour le grand public, à faire
des présentations de voitures, par exemple, dans des hangars du coup beaucoup plus petits, où on invitait des jauges de journalistes. Bah oui, C'était vraiment du sur-mesure. Oui, c'est une personne pour 8 mètres carrés, je crois. Ouais, c'est c'était ça. Et puis ou sinon, on faisait tout via Zoom. Ok. C'était bon, assez bizarre, mais bon, on s'est réinventé. Enfin, Renault a réussi à se réinventer. Super. Et ça, c'est la force d'une grande entreprise, quoi, de continuer à travailler. Et puis, bon, on a cette chance aussi d'avoir la sécurité de l'emploi avec Renault. Donc, on avait nos salaires maintenus. D'accord. Pas de chômage technique non plus, enfin pas de chômage partiel. Voilà, on était plutôt confortable pendant le Covid. D'accord, donc là, ça nous amène, on va dire, au mois de mai-juin, Ouais. déconfinement, etc. Et à ce moment-là, vous vous êtes dit, on déménage. Effectivement, en fait, pendant toute cette période-là, on savait déjà qu'on allait déménager sur Nantes. Il fallait qu'on s'organise. Donc, Ok. en fait, on a pris du coup entre mai et juin, on a fait passer l'été et on s'est installé à Nantes en novembre 2020. D'accord. Donc le deuxième confinement, Ouais, justement, on s'est confiné, deuxième 26 confinement. octobre, je me souviens. Ouais, et Deuxième vague, on a été confinés à Nantes et là en fait mon conjoint lui prenait son poste à Nantes. Donc du coup en tant que médecin lui il travaillait quand même pendant le confinement. Et puis moi j'étais à la maison avec Cléo et j'essaie de me remémorer, je travaillais, j'étais en télétravail. D'accord, toujours toujours, chez ok. Renault, j'étais pas encore partie. Et notre fille, elle était gardée, parce que je crois qu'à l'époque, on pouvait quand même faire garder les enfants la journée. Il y avait juste cette histoire de couvre-feu. Oui, c'est vrai. Mais, Ah ouais, 18h, puis encore, tu avais les papiers, les fameux Voilà, autorisations de sortie. Ouais, le truc improbable. Mais quand tu lui penses maintenant, ce qu'on a fait, mais c'est vrai que c'était fou, une période assez folle. Ouais, mais au moins, on l'aura vécu, tu vois, on pourra le raconter. Ouais, carrément. Ouais. Et puis, du coup, donc installation à Nantes en un peu demi-temps, puisque on n'était qu'entre nous, puisque on pouvait absolument pas sortir avec le couvre-feu. On connaissait une seule personne à Nantes quand on s'est installé. Et donc, du coup, impossible de tisser des liens. Ma fille était chez une assistante maternelle avec une autre famille, donc à part se dire bonjour et à part parler à la boulangère, je me rappelle qu'il y a des jours où je ne parlais qu'à la boulangère. Et qu'à mes collègues de travail, mais via un ordinateur. Quoi. Donc ça a été un peu dur, un peu triste l'aménagement à Nantes. Mais bon, après, voilà, une fois que le confinement était fini, on a pu découvrir la ville, sortir un peu. Notre fille grandissait aussi, donc on a pu profiter aussi pour sortir, pour aller visiter la région aussi. Et puis là, on a dit, on est bien à Nantes. Chouette. Ok. Donc là, on arrive fin 2020. Et à quel moment tu prends le virage justement de se dire, alors je suis quand même vachement bien chez Renault, mais j'ai quand même envie d'autre chose. Ouais. Déjà en partant à Nantes, on allait commencer des négociations pour savoir comment ça allait se passer avec les déplacements, parce que je me déplaçais aussi à l'étranger dans le cadre de mon boulot, parce qu'on faisait des salons de l'auto dans le monde entier. Ouais, tout à fait. Et moi, je leur ai dit, moi j'ai une fille, j'habite à Nantes maintenant, donc voilà, il va falloir qu'on négocie mon temps de travail physique à Paris. Et le Covid a fait que il n'y avait pas de négociation, mais ça allait revenir sur la table assez rapidement. Et en fait, de mon côté aussi, j'avais cette envie de changer de vie complètement. On change de vie, on s'installe à Nantes. J'avais envie de changer de vie professionnelle aussi. J'étais plus vraiment alignée avec les valeurs de mon entreprise. Parce que mon métier, j'adorais mon métier, vraiment c'est un super métier, mais je devais gérer des enveloppes budgétaires énormes, de plusieurs millions d'euros par exemple, et pour au final un événement qui dure 5 jours pour vendre des voitures. Qui allait polluer éventuellement l'environnement. Voilà, j'étais plus alignée avec toutes ces valeurs-là, et du coup j'ai eu envie de partir aussi. Et encore une fois, le Covid a fait que Renault a lancé un plan social, parce que la difficulté financière pour l'entreprise aussi. Oui, parce qu'ils ont réduit les lignes, etc. en plus. Les usines ont été fermées pendant plusieurs temps. Le Covid a fait mal pour l'économie chez Renault. Je me souviens, puis il y a eu des grosses conséquences avant les voitures, la construction, le boom de l'occasion. Enfin, il y a eu plein de. On ne pouvait pas importer à cause des conteneurs qui étaient bloqués. Exactement. Ça, je me souviens bien. Et puis une fois que toute la machine a été relancée, ça a été les petites pièces aussi, les toutes petites pièces en cuivre, en métal. Ça a flambé les cours. Les coûts ont augmenté. Enfin voilà, donc situation économique et financière assez compliquée chez Renault, donc plan social. Donc opportunité. Voilà, moi je l'ai vu comme une opportunité, j'ai sauté dessus parce que plan social plutôt confortable, de partir avec un maintien de salaire, avec un accompagnement aussi pour projet. Pour la reconversion professionnelle. Du coup, je sautais dessus.
Trop bien. Donc c'était génial. Et en fait, entre-temps, bon, il y avait aussi pas mal de choses qui me travaillaient dans l'esprit, à me dire j'ai une envie d'entreprendre, j'ai une envie d'indépendance, de liberté dans le travail, et j'ai envie d'aller dans le bien-être. Parce que moi, j'ai toujours adoré l'univers du bien-être. Bon, j'étais dans l'industrie automobile, rien à voir. Mais je me rappelle que un de mes tout premiers stages, quand j'étais en école de commerce, c'était dans un spa. Et j'avais adoré cet univers-là, du soin, du bien-être. Un spa, c'est toujours très calme, c'est doux, il fait chaud, voilà, c'est vrai. Cocooning, on était en chaussons tous les jours, enfin c'était génial. Et j'avais en petit jogging noir là aussi. Voilà, on est en tenue confortable, c'est ça. on reçoit des personnes pour les masser, enfin du coup j'adorais cette ambiance-là. Et en fait, j'ai jamais pu rester dans ce domaine-là. Par la force des choses, parce que stage, puis job, puis... Oui, puis tu sors d'une école de commerce, donc tu dois te dire, attends, il y a aussi, j'ai envie de me prouver des choses aussi, il y a peut-être ça aussi, ouais, je sais pas. Voilà, et puis au fur et à mesure de stage, en fait, un stage en appelle un autre, puis après on est embauché, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai atterri dans l'industrie automobile. Bon. Mais voilà, ça se rappelait à moi, et en fait, je me suis dit, je vais creuser cette idée de travailler dans le bien-être. Et je pense que... mon idée sous-jacente, c'était j'avais envie d'ouvrir un centre de bien-être. Ok. Global. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais bon, un centre de bien-être, un spa, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, la première des choses, c'est de me former. Il faut que je me forme déjà au massage, parce que si je dois employer, ou en tout cas si je dois avoir des personnes dans mon centre qui fait du massage, il faut que je connaisse le métier aussi. Je ne peux pas me permettre d'employer des gens et de ne pas connaître leur métier, quoi. Donc je me forme au massage à Nantes, dans une école à Nantes, super formation. Je me forme à plusieurs techniques de massage. J'adore ça, jusqu'à me dire, si je m'installais en tant que praticienne en massage de façon indépendante, soit avoir mon propre local, soit faire ça à la maison, soit faire ça en domicile. Enfin voilà, je m'invente un métier, je me dis pourquoi pas. Et du coup, je commence à recevoir des clientes à la maison. Je masse mon conjoint aussi, qui est mon premier cobaye. Super, il est trop heureux. Pour lui, c'est cool. Trop bien la reconversion, chérie. Et au fur et à mesure, je me dis, bon, j'aime masser, mais je ne peux pas en faire mon métier. Je ne me vois pas faire ça tous les jours, faire ça peut-être 3-4 jours par semaine, puis faire toute l'administratif, la compta, la com. Je ne me voyais pas faire ça, je voyais plus grand, en fait. Et en réfléchissant à mon projet, je me disais aussi... qui tu souhaites accompagner au travers de tes massages? La réponse, elle était évidente, c'était des femmes. Des femmes avec une préférence pour une particularité en tout cas pour les futures mamans et les jeunes mamans. Étant moi-même maman, je pense que ça faisait écho à ma maternité aussi. Et du coup, voilà, la clientèle était définie dès le début. Mais je me suis dit, pourquoi se limiter au massage? Pourquoi, du coup, j'accompagnerais pas des femmes dans leur maternité, au final, et puis par extension, les parents dans leur parentalité? Et pourquoi que le massage? Pourquoi il y aurait pas, on ne serait pas toute une équipe, justement, de professionnels qui accompagnent, qui ont la même mission, finalement, d'accompagner les femmes dans leur maternité et puis les parents dans leur parentalité? Et voilà, la graine a été semée à ce moment-là. Je pense que l'idée est venue. Et là, on était en, on va dire, janvier 2022, à peu près. En janvier 2022, où l'idée de créer un lieu dédié à la périnatalité a commencé à germer. Donc là, j'étais encore sous le plan social de Renault, donc j'avais encore mon maintien de salaire qui me permettait d'avoir ce temps de réflexion, justement, de ne pas être happée en me disant il faut que je retrouve un job vite. J'ai eu ce temps, heureusement d'ailleurs. Je pense que ça a été la clé, d'avoir ce temps de réflexion sans avoir peur de manquer. Ouais, tout à fait. Et donc on est en janvier 2022, j'ai cette idée-là, je me dis oui, c'est vrai que ça me plaît bien. L'idée est cool. Est-ce que ça existe déjà sur Nantes? Bon, je vois qu'il y a des cabinets médicaux qui existent, des cabinets qui accompagnent des pathologies féminines. Il y a les PMI qui existent aussi, qui accompagnent aussi les parents dans leur parentalité. Je regarde ce qui se fait un peu en France et je vois qu'il y a des maisons de périnatalité ailleurs en France. Et je me dis, mais c'est génial, en fait, j'invente pas la roue, ça existe vraiment. Et si ça existe par ailleurs, pourquoi ça n'existerait pas à Nantes? Oui, ça veut dire que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne. Tu vois, il y a ça aussi, ça rassure. Exactement, voilà. Je suis pas fifou, quoi. Ouais, voilà, mon idée, elle est pas folle non plus, même si... Et ça m'a rassurée aussi de me dire... j'avais pas envie de créer quelque chose d'hyper innovant, l'idée n'était pas là, mais ça m'a rassurée de me dire que ça existe par ailleurs et ça marche par ailleurs. Pourquoi ça marcherait pas à Nantes? Nantes est une ville hyper dynamique. Justement, il y a eu un essor de jeunes cadres venant de Paris ou même d'autres villes, d'autres grandes villes en France,
qui viennent s'installer à Nantes parce que plus petite ville, mais avec autant de dynamisme. Donc voilà, la cible, la clientèle est là aussi. Et donc voilà, j'ai commencé à faire une petite étude de marché en faisant un questionnaire à questionner des professionnels de la périnatalité, parce que j'ai vu qu'à Nantes, il y en avait énormément. Ce qui m'a rassurée aussi parce que le projet que j'avais n'est rien sans les professionnels de la périnatalité. Donc ça m'a rassurée de me dire qu'il y avait des professionnels, donc j'en ai questionné plein sur, sur leur métier aussi, parce qu'il fallait que j'en apprenne aussi sur leur métier, sur les différents métiers possibles. Et puis, est-ce que ça avait un intérêt d'avoir un lieu qui regrouperait plusieurs professionnels de la périnatalité. Donc là, il y a eu un énorme engouement, donc ça aussi, ça m'a rassurée. Super. Ça m'a hyper rassurée. Et puis à côté de ça, j'ai aussi interrogé des particuliers, des femmes enceintes, des jeunes mamans. Est-ce que ça vous plairait d'avoir un lieu comme celui-ci, avec une description voilà, l'idée était encore assez vague à l'époque. Et pareil, l'idée plaisait. Donc je me suis dit, bon go, on y va, on fait un business plan, on déroule. Puis on verra bien. Et on verra bien, parce que quand tu es en phase de projet de création d'entreprise, encore une fois, j'avais pas la notion du temps qui était imposée, donc je pouvais prendre mon temps pour créer l'entreprise et de façon plutôt sereine. Donc voilà, donc j'ai déroulé. Après l'étude de marché, tu fais une étude de persona, tu définis voilà, tu fais une étude marketing. J'avais des restes de mon école de commerce, donc bon, j'ai ressorti un peu les cours, j'ai regardé je me suis reformée sur internet. Voilà, YouTube, YouTube tu te formes sur YouTube aujourd'hui, hein, donc faire une étude de marché sur YouTube, tu trouves quoi. Ouais, les tutos. Voilà, exactement. Franchement, c'est exactement ça, stratégie digitale sur Instagram, tuto YouTube quoi. D'accord. Clairement, hein, vraiment. Donc, t'avais des bons restes quand même de ton parcours. J'avais des notions, je pense que ça aide aussi. J'avais des notions de comment créer une entreprise, mais bon, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Donc, je tâtonne, et puis je me fais accompagner aussi. Parce que t'as demandé, justement. Voilà, la clé, vraiment, quand on est entrepreneur, on n'est jamais seul. Ou en tout cas... il faut pas l'être. Il faut pas l'être. Ce serait un conseil, ce serait d'être entouré, et d'être entouré de sa famille, déjà, de ses proches pour le soutien moral, mais aussi d'être entouré d'experts, en fait. Parce que quand on est entrepreneur, on doit tout faire, mais on ne sait rien faire de façon experte, quoi. Exactement. Et c'est pas notre métier. Moi, je sais que c'est ce que j'ai appris quand j'étais chef de projet. Je coordonnais plein de gens, mais je ne faisais pas leur métier. Je ne savais pas ce que c'était de construire un stand, d'installer des lumières, d'être un traiteur, mais je savais parler à un traiteur, je savais parler à un technicien lumière. Caméléon à fond, quoi. Exactement. Là, c'est pareil. Quand tu es entrepreneur, faut s'entourer de personnes expertes, donc un expert comptable ou un comptable, un avocat au besoin, une agence de communication, si tu veux définir une belle identité visuelle, une belle charte graphique, ton logo, etc. Et puis même ta stratégie de communication, qu'elle soit digitale, web ou écrite. Voilà, tu peux te faire entourer. Et moi, j'ai choisi de le faire. Super. Pour déjà me dégager du temps, pour pouvoir justement avoir une overview sur tout ce que je devais faire, et puis pour laisser aux experts faire leur métier, en fait, tout simplement. La place de chacun. La place de chacun, ouais. Ok, et donc là, on est printemps 2022. Ouais, printemps 2022. Alors à ce moment-là, l'idée était bâtie. Ça y est, l'étude de marché était finie. Et là, je me suis dit, allez, go, on y va. On déroule. Ok, super. Et en juin, je me rappelle que c'était en juin 2022, du coup, je fais appel à une agence pour m'aider au niveau graphique, au niveau identité visuelle, parce que j'avais le nom. Je pourrais te parler de l'histoire du nom aussi après. Sûr, vas-y. Mais j'avais le nom, j'avais un brief créa en gros qui était assez clair, mais j'avais pas les compétences graphiques pour le faire. Donc je fais appel à une agence qui se trouve en Vendée, dont la dirigeante est une femme, et ça me tenait à cœur aussi de travailler entre femmes, entre entrepreneuses. Et ensemble, on a bâti le logo actuel, avec la typologie actuelle. Et puis en fait, on a bâti toute l'identité visuelle, que ce soit écrit, web, les cartes de visite, les flyers, etc. Et la devanture. La devanture, ça viendra après, mais ça faisait partie effectivement de la couleur et tout. Ouais, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est couleur, charte graphique, ça a été bâti en juin 2022. Et ça, pour moi, ça a été une vraie étape, parce que, et ça, c'était une des étapes que je voulais en premier, c'était d'avoir mon logo, d'avoir une identité visuelle, parce que du coup, ça rend le projet beaucoup plus vrai, en fait. Ça y est, Amae, du coup, on pouvait le nommer Amae. Au début, j'avais même peur, j'avais du mal à le dire, à nommer mon entreprise Amae.
Mais le projet, ça y est, avait un nom et avait un visuel. Et à partir de ce moment-là, ça rend la chose beaucoup plus réelle. Bah oui, puis surtout, tu t'es senti libéré, quoi. C'est, tu vois, la légitimité. Ouais, aussi, Le ouais. projet existe, il a une identité, je peux en parler, je peux aller le vendre. Ouais, on achète le nom de domaine, Ouais, enfin, voilà, ça. c'est des petits riens, on dépose la marque sur l'INPI, enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui Et du font... coup, Amae, ça veut dire quoi? Alors du coup, Amae. Alors, quand j'ai cherché le nom, le postulat de base, c'était que je voulais un nom qui soit court, Ok. facilement prononçable et plutôt doux à l'écoute. Ouais. Moi, j'avais en tête, je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête, Amai, qui veut dire une mer en portugais. Parce que j'ai habité quelques temps au Brésil, pas longtemps, mais j'ai du coup appris la langue portugaise, enfin le portugais brésilien, et Amai, ça veut dire une mer. Et j'aimais bien cette idée d'avoir un petit peu du Brésil, parce que j'adore le Brésil. Mais je trouvais qu'Amai, ça sonnait pas très bien. Et en fait, un du truc, coup, c'est un peu sec, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je l'écris et je le dis Amae. Ouais, Amae, ça sonne plutôt bien, c'est plutôt doux, c'est court. Regardons un peu sur internet s'il y a quelque chose, quoi, ce que ça veut dire, etc. Et là, je tape Amae et je vois concept japonais qui signifie l'interdépendance affective entre la maman et le bébé. C'est les bruits que le bébé fait quand il tète sa maman. D'accord, ok. Là, C'est ça, quoi. c'est ça, c'est une évidence. Je regarde les noms de domaine, hop, j'achète un amae-nantes.fr tout de suite pour être sûre. Et puis bah voilà, c'était parti. Ah, c'est beau. Et du coup, bah, dans le brief créa, ça a été de dire que Amae, j'avais envie qu'il soit écrit de façon. Si on l'écrivait au crayon, qu'on ne lève jamais le crayon, donc le lien, voilà, et puis bah, le petit dessin du coup du logo. Pareil, on a travaillé avec l'agence, on le dessine qu'en une seule fois, on ne lève jamais Toujours le garder le lien. Exactement, le lien entre la J'aime maman bien. et le bébé. Ok. Ouais. Et donc, Ou les parents et les enfants. Mais... Les parents de façon générale. Ouais. Ok. Et quand tu as fait ces changements de vie, donc après, pardon, je suis allée trop vite. Donc du coup, dépôt, tout ça, ça existe. Et donc, tu as ouvert quand? Alors après, bah, on arrive à peu près en... Moi, je m'étais dit, je voulais ouvrir en septembre 2022. Ok. Septembre 2022, avec la rentrée, on ouvre. Donc, à partir de juin, eh ben, j'ai commencé à... Alors, très naïvement, je me suis dit, oh, bah, je vais commencer à chercher un local à partir de juin, juillet, quoi, pour trouver en septembre. Très naïvement, hein. Sans travaux, il y a juste à poser les mêmes, quoi. Ouais, bah après, pourquoi pas travaux, j'avais une enveloppe budgétaire, etc. Mais voilà, naïvement, je me suis dit, bon, ça va être facile à trouver. Et effectivement, je trouve un local hyper facilement, je le visite. Et là, on me dit, ouais, à partir de septembre, c'est bon. Je regarde un niveau budgétaire, ça passe. Et là, je me dis, ok, bon, pourquoi pas. Mais après, j'ai dit à la personne à l'époque, je lui ai dit, bah, là, je pars en vacances fin juillet, je vais me laisser un petit délai de réflexion. Il y avait quand même quelque chose qui te chagrinait, quoi. Bah, en fait, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Le premier local, je me positionne dessus, j'ai l'impression que tout va bien, etc. Mais est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que, en fait, du coup, il rentrait plus ou moins dans le cahier des charges que j'avais défini pour mon local? Mais est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que je devrais pas essayer de comparer plusieurs locaux? Parce que ça se trouve, je prends un truc, mais en fait, ça ira pas du tout. Donc je me suis un peu emballée, mais je pense que c'est parce que tu as l'euphorie du projet, tu as envie. Parce que là, en fait, le projet, tout était packagé, il manquait plus que l'installation physique, donc le local. Et en fait, je pense que je m'étais un peu trop emballée parce que le local, effectivement, était bien, mais en fait, c'était un local nu. Il n'y avait même pas de plafond, il n'y avait rien. Donc, en fait, j'avais complètement sous-estimé l'enveloppe travaux qui allait... Enfin, je n'ai même pas une idée du tarif d'ailleurs, mais... Enfin, j'étais complètement à côté de la plaque. Clairement. Tu es rentrée de vacances, t'as dit alors avec le recul, vraiment à côté de la plaque, quoi. Et en plus, il était arrosé, alors que moi, mon cahier des charges, c'était quand même d'être à Nantes. Ouais, dans le centre. Centre ou en tout cas périphérie du centre-ville. Mais en fait, ça n'allait pas du tout, quoi. Donc au final, au mois d'août, le propriétaire m'appelle en me disant, bah écoutez, en fait, une autre entreprise s'est positionnée, peut payer tout de suite, donc on leur laisse le local. Donc là, moi, j'ai été dépitée, mais bon, une semaine après, je me suis dit, mais en fait, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi, et en fait, c'était beaucoup trop précipité, quoi. Et au final, bah, à partir de septembre, j'ai trouvé un autre local qui, là, pour le coup, était génial. On était beaucoup d'entrepreneurs à être sur le coup. Peut-être qu'il y en aura qui m'écouteront, qui reconnaîtront ce local qui était quartier de la Madeleine. Magnifique local, belle hauteur sous plafond, beaucoup de travaux à prévoir pour moi parce qu'il fallait des cloisons pour faire les cabinets. Mais voilà, j'étais prête à tout pour avoir ce local. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai été
confrontée, et peut-être que beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent un local se reconnaîtront là-dedans, mais j'ai été confrontée à l'immobilier professionnel. D'accord. Et ça, c'est un monde. Ah ouais. Vraiment, moi, c'est un monde que je ne connaissais pas, qui est très masculin. Ok. Et masculin dans la caricature, c'est-à-dire des hommes d'une cinquantaine, soixantaine d'années, très machos, qui veulent apprendre la vie, parce que moi, je suis qu'une petite jeune de 30 ans. Ouais. Et vraiment, monde de requins, quoi. Enfin, et là, ce local-là, je me rappelle, je l'ai voulu, je me suis vraiment battue pour l'avoir. Au final, bon, je ne l'ai pas eu, c'est un studio de yoga qu'il a aujourd'hui. J'ai cru abandonner le projet quand j'ai pas eu le local, parce que j'avais mobilisé tout le monde. J'avais mobilisé mon expert comptable, bien sûr, la banque, puisque il me fallait un prêt bancaire aussi. Donc la banque, le réseau Initiative Nantes, pour lequel j'ai pitché aussi pour avoir un prêt d'honneur. Donc voilà, il y a beaucoup de monde à mobiliser quand même avant de dire oui à un local, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu derrière. D'accord. Mais j'avais mobilisé tout le monde à temps, etc. J'ai eu le prêt bancaire, j'ai eu le prêt Initiative. L'expert comptable validait, enfin tous les feux étaient au vert, et du jour au lendemain, le local je l'avais plus, parce que encore une fois le propriétaire a pris en l'occurrence un studio de yoga qui pouvait payer, qui pouvait allonger tout de suite. Okay. Et ça, malheureusement, il n'y a rien qui te protège. On n'avait pas signé de contrat d'exclusivité, rien du tout. Donc là, grosse désillusion. Et puis, j'étais désolée un peu pour toutes les personnes que j'avais sollicitées. Après, ils ont peut-être l'habitude aussi. Hein, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais bon, voilà, moi, ça m'embêtait pour eux, quoi, de les avoir fait travailler, entre guillemets, pour rien. Et j'ai cru tout abandonner à ce moment-là. Vraiment, j'ai cru tout abandonner parce que c'était trop dur, quoi. Et puis, fatiguée. En plus, c'était seule, entre guillemets. Même si t'étais accompagnée. Tu restes seule quand même dans le bateau, et puis t'en as tellement envie que quand ça s'écroule, tu descends de très haut. Ouais. Et du coup, il m'a fallu, là on arrive en décembre à peu près, décembre 2022 du coup. Donc là, il m'a fallu quelques temps, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté parce qu'il me fallait du temps pour souffler. C'est bien. C'est bien que tu te sois écoutée. Okay. Ouais. Et avec mon copain, on avait décidé de partir en Thaïlande chez mes parents pendant 3 bonnes semaines en février. Super. Et on s'est dit, parce que lui a été en arrêt maladie à ce moment-là, il avait un petit problème au poignet. Donc il travaillait pas, je travaillais pas non plus, on s'est dit c'est le moment idéal. C'est now or never. Voilà. Peu importe le projet où on en sera, mais on part en Thaïlande pendant 3 semaines et on pense à rien. Trop bien. Donc là on arrive en février 2023. Vous êtes partis tous les 3 ? On est partis tous les 3, chez mes parents qui ont une maison là-bas. Et là, c'était cool, quoi. Pour la puce, ça va être génial. Ouais, c'était trop bien. Enfin, vraiment. Tu as dû lui montrer ça aussi, cette culture aussi. Ouais, la culture asiatique. Enfin, moi, j'adore. Je suis pas thaïlandaise, je suis d'origine cambodgienne. Mais mes parents ont une maison en Thaïlande, parce que c'est dans la Thaïlande. Oh, super. Mais du coup, voilà, ça reste l'Asie du Sud-Est et nous, on adore, quoi. Okay. On adore. Et du coup, les choses... j'ai quand même repris un peu le projet en main, parce que j'avais pas envie de l'abandonner si près du but, quoi. Et bon, je me suis mise à rechercher un peu un local par-ci, par-là. Je visitais sans vraiment d'entrain, mais bon, à un moment, j'ai trouvé un local en plein centre-ville de Nantes. Et là, je visite, c'était hyper moche. C'était tenu encore une fois par je passais en direct par l'ancien locataire, qui est une personne, tant pis s'il m'écoute, mais qui est une, je pense, mauvaise personne. En tout cas, voilà, la relation très compliquée. Il parlait qu'à mon conjoint, par exemple. Il ne me parlait pas à moi, en tout cas, il ne me regardait pas quand il parlait. Tout ce qu'on aime ou quoi ? Tout ce qu'on aime. Et je pense que si mon conjoint n'avait pas visité le local avec moi, je ne l'aurais jamais eu. L'horreur. Je savais pas que ça existait encore à ce point-là. Ouais. Franchement, moi non plus. Mais là, j'ai mis tous les go de côté. Je lui ai dit, je veux ce local. Ce local, il est pour moi. Et après, la chance que j'ai eue, c'est que cette personne croyait en mon projet. Voilà. Elle m'a enlevé ça. Il croyait en mon projet, donc il a quand même défendu mon projet. C'était lui qui était en charge de trouver son repreneur, quoi. Exactement. Donc, bon, j'ai eu cette chance-là, donc voilà, je ne vais pas trop cracher dans la soupe par rapport à cette personne, mais... le contact n'était pas fluide. Voilà, c'est une personnalité avec qui ça ne matchait pas du tout et qui parlait qu'à mon conjoint. Bon. Ça arrive. Ça arrive, et donc entre-temps, on part en Thaïlande, et puis bon, on est quand même en plutôt discussion, négociation avec cette personne-là. Et on rentre de Thaïlande, et donc frais, bien disposé, tout bronzé, tout positif, etc. Et en fait, finalement, le local, c'est bon, je l'ai. Le local, je l'ai. Bien sûr, j'avais entre-temps sollicité les banques, ma banque, encore une fois, qui m'a accompagnée. Et j'ai pitché de nouveau auprès d'Initiative Nantes. J'ai eu un prêt d'honneur, du coup. Génial, bravo. Ouais, ça c'était une grosse étape, ça aussi, de pitcher devant un jury. C'était pas simple, mais bon, l'exercice, ça aide aussi, d'avoir ce genre d'exercice. Et de se dire qu'on est accompagné aussi, c'est génial. Et de
de pitcher devant des professionnels, ça rend le projet réel et comment dire, je n'ai pas le mot, viable. Ouais, Voilà, viable. C'est pas juste une idée farfelue, parce que sinon ils n'auraient pas mis un tampon dessus. Ah bah non, ça c'est L'idée sûr. n'est pas farfelue. Et ça, voilà, d'avoir cette crédibilité, voilà. Oui, auprès puis toi de- aussi, c'est d'avoir cette posture-là. tu Ouais, vois. aussi de dire que bah voilà, là je me sens toute petite par rapport à eux, Bien sûr. mais mon projet est crédible, ils y croient, sinon ils n'auraient pas dit oui. Bah ouais. Donc ça aide aussi. Donc voilà, l'aval de l'initiative, l'aval de la banque, le local, c'est bon, je l'ai, donc c'est le local actuel où on Ok, se trouve ouais. aujourd'hui, qui était très moche, vraiment, et puis qui n'est pas empreint du de tout le cas cette aujourd'hui. énergie de l'ancien locataire. Donc là, du coup, on commence les travaux. Donc là, on arrive en avril, Ok. avril 2023. Mars-avril 2023, quoi. Et je me laisse 2 mois. 2 mois Ok. pour les travaux et l'aménagement intérieur. Et bien sûr, entre-temps, c'est... Du réseau. voilà, j'avais déjà commencé sur Instagram un petit peu à partir de décembre-janvier, en disant... voilà, là, je me rappelle, c'était j'avais hyper peur de communiquer sur quelque chose qui n'existait pas pour de Bien vrai. sûr. Mais je m'étais dit, peut-être essayer de bâtir une sorte de communauté avant, ou en tout cas de faire parler du projet avant même qu'il existe. Et peut-être que ça m'aiderait même à trouver un local ou même recruter des professionnels, Bien sûr. etc. Donc j'avais commencé déjà la communication sur Instagram à partir de décembre-janvier, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, quand on a eu le local, l'idée c'était de communiquer sur les travaux, aussi sur Ouais, très bien. l'avancement. Les gens, ils aiment bien ça. Et avant, Ouais, après. et puis ça rendait la chose authentique aussi, quoi, Ouais. de dire, bah voilà, on commence de rien et puis bah, on arrive à un bel écrin. Enfin, en tout cas, j'essaie de Bien faire sûr. un bel écrin. Et puis, en parallèle des travaux, de l'aménagement, il y a eu aussi toute l'équipe aussi à créer. Donc il y a la majorité des filles qui sont dans l'équipe aujourd'hui chez Amae, elles me suivent depuis le début du projet. Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai. Elles ont cru au projet depuis le début, alors que c'était qu'une idée. Et franchement, je les remercie encore aujourd'hui parce qu'elles sont encore là. Et puis, elle te porte aussi. Et à leur elles façon. me portent aussi, ouais. Et en fait, ce projet, bon, certes, je suis capitaine du bateau, mais on est, voilà, il y a tout un équipage derrière. Et ça, c'est hyper cool. Et donc, voilà, l'idée, ça a été aussi, donc, pendant ces 2 mois de travaux, de consolider l'équipe, de commencer à créer les plannings, etc. Et puis, voilà, bon, je la fais courte, mais du coup, on ouvre le 30 mai 2023. D'accord, ok. Du coup, voilà. On ouvre le 30 mai 2023 et puis du coup, il y a l'été qui se passe, donc forcément le démarrage est plutôt doux puisque en juin, le temps de se faire connaître, on commence quand même à avoir quelques clients en juin, donc hyper cool de commencer à recevoir du monde. Et pour l'anecdote, trop drôle, notre tout premier client chez Amae, le tout premier qui est venu faire une consultation, c'était un homme. Ah, génial. Ouais, c'était un homme qui est venu faire une consultation d'ostéopathie. Ok. Donc rien à voir avec ce qu'on fait. Mais bon, en même temps, voilà, on n'est pas sectaire du tout, on n'est pas ouvert que pour les femmes, que pour les parents. Et du coup, voilà, pour l'anecdote, c'était un homme. Donc, comme quoi. Peut-être y revenir aussi. D'ouvrir, tu vois, ça peut attirer d'autres hommes aussi. Bah oui, parce qu'on n'est pas fermé du tout. Les hommes sont les bienvenus La chez parentalité, ou du moins juste l'être. Exactement. Aux femmes qui a besoin de prendre soin de lui. Quoi. Ouais. Et puis voilà, donc on démarre doucement en juin, l'été arrive, donc juillet, août, où c'est quand même relativement calme. Ouais, tout à fait. Et puis moi, je profite de ce temps-là pour communiquer, que ce soit sur Instagram, mais bon, Instagram ne fait pas tout, absolument pas tout. Et là, du coup, j'aime pas du tout faire ça, je suis très mal à l'aise à faire ça, mais je l'ai fait. J'ai mis ma casquette un peu de RP. Vous allez taper aux portes, quoi. Exactement, avec carte de visite, flyers. Ouais, je suis allée voir tous les commerçants du centre-ville, les cabinets de sages-femmes, des cabinets médicaux aussi, pas que dans le centre-ville, mais dans Nantes, voilà, aller voir des médecins, des ostéos, des kinés, des sages-femmes, des gynécos, pour leur parler de Amae, voilà, on vient d'ouvrir. Et mon discours, qui est vrai, c'est qu'on a la volonté de s'inscrire dans le parcours de santé et de soins de la femme et des parents au sens large. Et donc qu'on arrive en support, en complémentaire au médical pour justement accompagner la femme enceinte, la jeune maman, les jeunes parents, que ce soit au niveau santé, avec ostéo, psy, et au niveau thérapeutique aussi, et puis au niveau bien-être aussi avec les massages. Voilà. Et alors, ça a été bien accueilli? Et alors, ouais. Franchement, alors... il y a forcément eu des petites réticences parce que, par exemple, j'ai contacté aussi les maternités, Santé Atlantique, Bretéché, Jules Verne, le CHU,
pour leur dire qu'on existait. Donc voilà, l'ADN d'Amae, et moi je suis très à l'aise dans mes baskets à dire ça, et les filles aussi d'ailleurs de l'équipe, c'est qu'on est une structure de santé et de soins bien-être. On n'est pas médical, hein, clairement, il n'y a pas de profession médicale chez Amae et c'est un parti pris, mais on intervient en support. Et on n'est pas exotique, entre guillemets, on n'a pas d'accompagnement un peu exotique, un peu trop holistique, ou même, allons-y, ésotérique. Voilà, pas d'estampillage. Voilà, pas d'estampillage, même... on n'a même pas encore dans l'équipe de magnétiseurs, par exemple, d'hypnotiseurs, ou même, allons-y, hein, clairement, le mot doula, puisqu'il y a des doulas chez Amae. C'est pas des doulas chasseuses d'âmes ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, ça reste un accompagnement qui est très terre à terre, très pragmatique, toujours avec une formation. Ça, je tiens à le dire, les filles, elles sont formées, elles ont une expérience professionnelle qui. Tu t'en assures. Voilà, je m'en assure, et c'est pas. Voilà, c'est pas un accompagnement juste loisir, parce qu'à côté, elles ont un autre job. Et ça, c'est très clair, enfin, le discours est très clair auprès des professionnels de santé. Bien. Pour rassurer aussi. Pour rassurer, et parce que les professionnels de santé sont nos prescripteurs aussi. Ils sont les prescripteurs pour l'ostéopathe, pour l'ergothérapeute, pour la sophrologue, pour les psychologues. Donc, Et quand tu as changé de vie, parce que maintenant tu es pleinement chef d'entreprise, donc c'est ça aussi, la posture elle est différente. Ouais. Est-ce que tu t'es sentie soutenue et si oui, par qui? Et sinon, où tu as été un peu déçue parce que c'est hyper important d'en parler en off, mais de se sentir soutenue aussi. Tu le disais très justement tout à l'heure, par sa famille, ses proches, pour le côté moral. Après, tu as eu l'initiative. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres supports dans son changement de vie radical? Alors au niveau du soutien, clairement c'est mon conjoint qui a été et qui est toujours d'ailleurs mon meilleur soutien. Enfin, sans lui, Amae n'existerait pas. Wow. Il y a un peu d'émotion quand je dis ça, mais c'est vrai parce que certes j'ai été la tête pensante du projet, mais sans son soutien, voilà, ça j'aurais abandonné à plusieurs reprises. Donc le meilleur soutien c'est celui de mon conjoint, ça c'est certain. Ma famille aussi, même si mes parents ne comprenaient pas trop au début. Mais t'avais un salariat, t'étais vachement bien. Ouais, voilà, ça a été ce truc de pourquoi tu quittes Renault, t'as un super job, t'as un super salaire, enfin sécurité financière, etc. Parce qu'ils ont peur. Enfin, maintenant moi en tant que mère, je peux comprendre du coup les inquiétudes qu'ils ont en tant que parents, inquiétudes pour leur enfant, que leur enfant s'en sorte pas. Mais bon, je pense qu'il y a de la fierté aussi. Enfin, aujourd'hui en tout cas, je ressens je vois qu'ils sont fiers de ce que je fais, même si ça ne devait pas marcher, on ne sait pas, mais en tout cas de ce que j'ai entrepris, de cette indépendance que j'ai entrepris aussi, je pense qu'ils sont assez fiers de ça. Et au début, voilà, ils ne comprenaient pas trop ce que j'allais faire, ils pensaient que c'était un spa, enfin genre, ils ne comprenaient pas trop. C'est normal. Mais c'est normal aussi, mais une fois qu'ils ont vu, je me rappelle le jour où je les ai invités à venir chez Amae, une fois on venait d'ouvrir quelques semaines, on venait d'ouvrir il y a 2 semaines, et là ils ont vu, et là ils ont compris. Ils ont dit, ok, en fait c'était du sérieux, c'était pas juste une idée comme ça, et puis parce qu'elle fait ça parce qu'elle a le temps, et après elle retrouvera un métier. Et ouais, ils ont vu vrai métier. Voilà, un vrai métier. Ils ont vu le local, ils ont vu la maison périnatalité, et ils ont fait, ah ouais, ok. Donc en fait c'était vraiment sérieux, et en fait, waouh, quoi, on te soutient, on est hyper fiers. Mes parents ne me disent pas souvent, hein, ouais, donc, pudeur asiatique, on le dit pas trop, mais là ils me l'ont dit, quoi. Et donc là ça fait hyper chaud au cœur. T'es émue? Ouais, je suis émue. Parce que rendre ses parents fiers, ça fait c'est pas rien, quoi. Ouais, et puis je crois qu'on restera toujours l'enfant de tes parents. Mais totalement. Tu vois, même si des fois c'est un peu lourd. Ouais. Mais là de dire ils peuvent être sereins. Ouais, puis on les déçoit pas. Enfin, il y avait de ça aussi. Tu vois, c'est la peur de décevoir, elle est énorme, quoi. Ouais, de pas décevoir. Autant qu'ils soient fiers, bon, forcément, ça fait quelque chose. Mais de pas les décevoir, ouais, ça c'est. Mais je pense que tu les aurais jamais déçus. C'est comme si aujourd'hui, Cléo, elle te dit un truc, je vais faire ci, ça, ça. Bon, peut-être pas là, elle est toute petite, mais tu vois, tu seras jamais déçue. En fait, tu l'aimeras toujours d'un amour inconditionnel. Ouais. C'est juste qu'on a tellement peur de décevoir, de plus être aimé, etc. Que parfois on se bride aussi. Tu vois, toi t'as osé surmonter cette potentielle peur. Ouais. Et finalement, c'est génial. Et il y a plein de femmes qui restent à l'orée de l'idée. Ouais. Tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'avoir le tampon de mes parents, ça m'a soulagée. La bénédiction aussi. Ouais, même si je l'attendais pas, j'aurais continué quand même. Mais bon, ça fait du bien, quoi.
là tu te dis, ouais, bon, ok, j'ai de la force pour avancer. Enfin, ça nourrit en fait la jauge, quoi. Totalement. Ok. Et puis bah là, on arrive à quelques jours d'ouverture. Et ça revient à ce que ça ramène à ce que tu disais tout à l'heure, c'est bah ça y est, j'ai un nouveau métier là. Je commence le premier jour de l'ouverture, bah, c'est mon premier jour en tant qu'entrepreneur, c'est mon premier jour de taf. Et là, je me suis retrouvée à me dire, mais qu'est-ce que je fais ? Ouais, je comprends. Ouais, mais vraiment, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? C'est quoi mon rôle ? Ouais. Et parce que autant quand t'es dans le projet, t'es dans la réflexion, et puis tu rencontres des gens, t'as le droit de te mettre en pause, enfin voilà, ça reste un peu abstrait. Mais là, ça y est, j'étais dans mon local, j'étais derrière un bureau, et là je me dis, mais je fais quoi en fait ? C'était assez flippant, parce qu'en plus t'as toute l'adrénaline du lancement. Et du coup, t'as fait quoi ? Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais plus, j'ai rien fait, je crois. Ça, tu te dis, je crois que j'ai rien fait parce que j'étais un peu même un peu sidérée, tu vois, de wow, ça y est, c'est ouvert, il y a une consultation qui est en cours. Je viens d'accoucher, laissez-moi tranquille. Ouais, et qu'est-ce que je fais ? Donc, quelques jours après, enfin le lendemain, même j'ai dû aller distribuer des cartes parce que je me suis dit, bon, bah, c'est ce qu'il faut que je fasse. Peut-être faire une ou deux stories sur Instagram, ce genre de choses. Mais vraiment, les premiers jours, c'était, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi mon métier en fait ? Et je pense que j'avais sous-estimé cette partie-là de l'entrepreneuriat. C'était que le début. Effectivement, en fait, ouais, c'est que en fait, quand tu es entrepreneur, tu as l'avant et l'après. Et le pendant. Et le pendant, ouais, c'est ça. Et en fait, t'arrêtes jamais. Et en fait, t'arrêtes jamais et en fait, t'inventes ton métier tous les jours. Et ça me fait pas peur d'un côté parce que j'ai cette capacité, je pense, de par mes anciens métiers, de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir différents projets à mener en même temps et d'inventer un peu ce que je fais. Mais bon, si, d'un côté, ça fait aussi peur parce que il n'y a personne pour me dire comment je dois le faire, quand je dois le faire, j'ai pas de manager. C'est dur, hein. Au début, c'est très dur. Hein. Et même encore aujourd'hui, ça l'est. C'est de se dire où est-ce que sont mes priorités. C'est à toi de les mettre toi-même, tes priorités. Qu'est-ce qui me motive aussi tous les jours à me lever ? Même si c'est ton bébé. De toute façon, t'as pas le choix. Mais quand t'as des périodes un peu plus difficiles de down, qu'est-ce qui m'aide à me lever ? Qu'est-ce qui... Tu vois, vers quoi je cours ? Où est-ce que je vais ? Comment ? Ouais. Et ça, c'est très dur. Et puis, c'est ce que je vis en ce moment. C'est pour ça que je disais que j'étais un peu down en ce moment. C'est que j'ai l'impression de m'éloigner de mon cap. J'ai l'impression que je le vois moins. Mon cap, il est défini. Enfin, ma vision, elle est définie. La mission d'Amae, elle est définie. Et elle est encore celle que j'avais en tête il y a un peu plus d'1 an et demi, du coup, quand je concevais l'idée. Mais voilà, j'ai un flou en ce moment devant les yeux parce que la réalité justement d'une entreprise me saute en plein la figure et ça, je pense que on n'est pas préparé. On peut l'être, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut l'être ? Est-ce qu'on l'est peut-être jamais ? Je sais Ou pas. alors ça fait partie du lot, enfin du package. Mais ça, voilà. Et je pense que l'entrepreneur du coup doit savoir rebondir là-dessus, en tout cas pas rebondir mais s'adapter. Je pense qu'un entrepreneur doit s'adapter, enfin, c'est tout le temps. C'est de l'adaptation en permanence et en fait peut-être qu'il faut aussi, et ça peut-être que je commence à en prendre conscience, qu'une entreprise c'est des vagues, il y a des hauts et des bas, c'est jamais constant ou c'est jamais une montée. Non, c'est vrai. C'est génial hein, si c'est que monter. Mais tu sais qu'il y a la chute. Hein. Mais il y a forcément peut-être une chute. Mais en tout cas... Du moins une redescente. Enfin, tu as une descente après. Voilà, mais en tout cas, c'est des vagues. Et peut-être qu'aujourd'hui, personnellement, comment moi je le ressens aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'être dans le creux d'une vague. Parce que l'activité prend, mais ne prend pas comme je le voudrais. Ou en tout cas, peut-être que mes attentes étaient trop hautes. Et du coup, voilà, je suis forcément déçue, puisque mes attentes étant très hautes, je ne les atteins pas. Bien sûr. Il y a une réalité économique aussi aujourd'hui qui fait que j'ai très peur, même si on n'est pas absolument pas dans le rouge aujourd'hui, j'ai quand même peur pour la santé financière de mon entreprise qui est toute jeune et j'aimerais pas qu'on me coupe le pied, je sais pas c'est quoi l'expression. L'herbe sous le pied. Qu'on me coupe l'herbe, merci, sous le pied. C'est très bizarre comme expression, mais... Voilà, l'idée est là en tout cas, c'est que là ça fait 6 mois,
les filles Oui, commencent c'est à tout petit, s'installer. ouais, C'est tout petit, mais en même temps, enfin... Oui, mais t'as 1 an et demi derrière toi, tu vois, donc ça fait pas que 6 mois en fait. C'est ça, Ouais. et puis j'ai envie que le lieu vive, j'ai envie que voilà, qu'il y ait plein de femmes enceintes qui soient là, plein de bébés qui soient là. Et aujourd'hui, voilà, ça reste encore calme. En tout cas, trop calme pour moi. Ouais. Et, Bon, après, il y a des travaux, tu vois. les travaux, Vous allez l'entendre. voilà. Ils ont repris la pause déj. Et du coup, justement, est-ce que tu aurais des conseils? Alors, peut-être pas aujourd'hui parce que bah, tu as la tête un peu dans le creux de la vague. De toute façon, c'est ce qu'on dit, il faut apprendre à surfer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'appelle ça le mode baleine. Tu sais, le mode un peu, tu te laisses avec le ressac, quoi. T'attends que ça passe. Moi, c'est un peu comme ça que quand ça va pas, je me mets en mode baleine. C'est peut-être pas très valorisant. Bref, est-ce que tu aurais des conseils à nous communiquer de ce que tu as mis en place, de ce que tu aimerais mettre en place pour justement aider dans ces moments-là un peu plus difficiles? Ah, c'est dur parce que là, du coup, vu que je suis en plein dedans, Ouais. les conseils que je vais donner, c'est pas forcément ceux que je vais appliquer. Oui, mais- Il faudrait. Mais, C'est comme les chausseurs. Ouais, c'est exactement ça. Mais si un premier conseil, et là je me force à le faire, pas parce que je veux pas, mais parce que j'ai peur que ce soit un signe de faiblesse, c'est d'en parler. Et d'être entouré. Encore une fois, l'entourage, d'être accompagné. Je dis ça peut être un signe de faiblesse parce que c'est toujours dur de dire quand ça va pas. Ouais. Que ce soit à son conjoint, à son psy, à son réseau d'entrepreneurs, à ses amis. Voilà, moi j'ai pris je me fais un peu violence, mais j'en parle. Il faut, ouais. Ça j'en peut parle. inspirer les gens aussi, puis les gens peuvent avoir des conseils auxquels on ne pense pas. C'est ça, parce qu'ils ont un regard extérieur, un Exactement. regard transversal, et en fait en parler, ça débloque aussi les choses. Nous, moi ça me permet de vider mon sac Ouais, aussi, complètement. je vais pas être dans la plainte tout le temps, mais en tout cas ça me permet aussi de pas le garder pour moi. Et puis voilà, d'avoir des idées transversales qui vont m'aider à aller de l'avant. Oui, un regard extérieur aussi. Enfin, alors, le regard extérieur, c'est ce qu'on a dit, mais plutôt le pas de côté. Exactement. Tu vois, de se dire, ok, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est pas bête, tu vois. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut pas faire autrement, en fait. Et un deuxième conseil, mais là j'essaie de me l'appliquer, c'est pas simple, mais j'essaie de me l'appliquer, c'est justement de regarder dans le rétroviseur. Ça, c'est difficile parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup travaillé en fait. J'ai pas l'impression que ce que j'ai bâti c'était énorme. Alors bon, tout le monde me dit que si, mais j'ai pas l'impression que ça a été du vrai travail, quoi. Parce que je l'ai fait avec passion, avec du cœur, surtout plus que de la passion, avec du cœur, et du coup voilà, j'ai pas l'impression que c'est énorme ce que j'ai bâti, alors que bon, tout le monde me dit que si. Mais voilà, peut-être que le conseil, c'est d'essayer de regarder dans le rétroviseur et de voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail avant. Ça, c'est le conditionnement qu'on a aussi. Tu sais, on entend toute notre vie. Faut travailler dur, elle assure notre front. Si tu galères pas pour obtenir ça, c'est que c'était pas ça ou pas comme il fallait. Tu vois, on a été élevés comme ça, en fait. Et parce que peut-être la génération post-guerre de nos parents, peut-être que tu vois, c'était aussi lié à leur éducation, l'école aussi. Moi, je me souviens en école de commerce, le directeur à l'époque avait dit il faut mouiller la chemise, tu vois. Et je te dis ça, et ça remonte en 2007, je m'en souviens encore. Je l'ai mouillé au risque aussi, aux dépens de ma santé. Hein. Tu vois, il y a ça aussi. De dire, en fait, ça peut être simple. Et quand c'est simple, c'est louche. Tu vois ? C'est ça qui est bizarre en fait. Quand c'est fluide et simple, on dit il y a un truc qui va pas. En fait. Mais dans tout, dans les relations, dans le business. Tu vois ? Complètement. Alors que non, juste, comme tu dis très justement, ok, je me pose, qu'est-ce que j'ai accompli ? Mais c'est pas simple. Hein. Mais ça, tu peux te faire aider par quelqu'un de l'extérieur. Parce que la prise de recul est difficile quand on a la tête dans le guidon, justement, et quand on a envie que ça marche et que on sent qu'on est au pied du mur. C'est dur justement de prendre un pas en arrière et d'avoir du recul. Donc, effectivement, ça, tout seul, on peut pas. Non, je crois qu'on peut pas. Non. Et puis, on fait déjà tellement de choses. Tu vois ? Et puis, en fait. Si on prend du recul tout seul, on est confronté à une réflexion solitaire en fait. Et puis nos peurs et nos blocages, et tout tourne en rond. Hein. Alors, exactement, donc on tourne en rond, donc il faut, encore une fois, il faut être accompagné, il faut être aidé. Donc du coup, le premier, donc en parler et faire preuve de vulnérabilité qui n'est pas de la faiblesse, je tiens à le repréciser là tout de suite, parce qu'on fait l'amalgame. 2, se faire accompagner pour justement sortir la tête du guidon, avoir une autre vision. Et puis regarder dans le rétroviseur. Ok. Et 3, qu'est-ce que tu nous dirais en 3 ?
J'aime bien, moi, 1, 2, 3. Pardon, ça peut rester sur 2, hein, mais... C'est... Je réfléchis en même temps parce que c'est aussi encore un truc que j'essaie de m'appliquer aujourd'hui, c'est de un peu capitaliser sur qui tu es. C'est-à-dire, enfin voilà, on a tous des qualités qu'on n'exploite pas souvent ou qu'on met de côté parce que justement, encore une fois, tête dans le guidon, on n'y pense pas. Mais on a plein de ressources en fait, plein de ressources et justement essayer de se rappeler de ces ressources-là ou essayer d'aller les rechercher parce que des fois elles sont juste enfouies. Je pense, par exemple, moi j'ai une casquette de chef de projet dans l'événementiel, chose que je ne fais plus aujourd'hui dans mon métier, mais j'adorais faire ça et je sais que je suis pas mauvaise là-dedans. Tu peux dire j'étais bonne, hein. Bon, je vais avoir la prétention de dire ça, mais il faut un peu, sinon il n'y a personne qui le fait. Mais bon, j'ai géré des énormes événements chez Renault avec des enveloppes de plusieurs millions d'euros, mais je vais pas faire ça forcément bien sûr chez Amay, mais voilà, me rappeler de ça, que j'aimais faire de l'événementiel, j'aimais rassembler des gens dans un événement. Qu'est-ce qu'on fait? On rassemble des gens. Tout à fait, on connecte. On connecte des gens et en fait, bah voilà, essayer de développer des projets comme ça, plutôt pas toute seule forcément, hein, de faire des coprojets avec d'autres collègues entrepreneurs, d'autres marques, mais et toujours avec cet ADN d'Amae qui est d'accompagner les femmes et les parents. Mais voilà, sur des trucs un peu plus cool en plus, qui en plus me donnent du plaisir à faire. Complètement, et tu sais faire. Et en plus je sais le faire. Donc voilà, essayer d'aller rechercher justement ces ressources, ces qualités qu'on a et qu'on avait développées par ailleurs, mais qu'on a un peu enfouies. Et puis voilà, réinventer, inventer des choses. On a cette chance quand on est entrepreneur d'avoir cette liberté de faire ce qu'on veut, entre guillemets, ou en tout cas d'essayer de développer des idées. Donc là, je me force à aller dans cette voie-là pour avoir d'autres idées de développement pour Amae. Ouais. Super, merci. Et alors, dernière question. Est-ce que... Non, j'en ai encore 2, pardon. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Samantha aujourd'hui? Moi, c'est dur comme question. Après, elle peut avoir n'importe quel âge. Hein. Elle peut être petite, ça peut être l'ado, ça peut être la jeune vingtaine. Je lui dirais de suivre son intuition. Parce que, de façon mesurée, parce que je suis quelqu'un qui est hyper contre le fric, mais quand même de suivre son intuition, parce que souvent la première intuition qu'on a, elle est souvent bonne en fait. Que ce soit une idée très vague ou que ce soit un pressentiment sur une personne, par exemple, qu'on rencontre aussi, souvent c'est quand même assez vrai. Et donc du coup, être confiant par rapport à ce qu'on pense aussi. Et on ressent. Et ouais, par rapport à ce qu'on ressent. Et ça ne veut pas dire foncer tête baissée, etc. Hein, mais en tout cas, voilà, ouais, d'être dans le ressenti un peu plus. Ce qui est très dur. C'est très dur pour moi aujourd'hui, hein, mais ouais, je dirais ça, ouais, peut-être. Ok. Et alors, dernière question. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust, pardon? Une Madeleine de Proust, ouais, mais ouais, ou plusieurs, hein. Ça peut être un voyage, une odeur, une chanson. Une odeur, mais qui me rappelle à mes racines asiatiques, qui sont un peu oubliées depuis que je suis à Nantes, et ça me désole beaucoup, parce que je suis très loin de ma famille, qui n'habite pas à Nantes. Et parce qu'il y a la communauté asiatique qui n'est pas très développée à Nantes. En tout cas, je ne fais pas partie d'une communauté asiatique, ce que j'aimerais, parce que ça, voilà, on se rapproche aussi au niveau culturel. Ça fait du bien aussi de se retrouver au niveau culturel. L'odeur de la citronnelle, c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Parce que, alors, pas le pchit pour moustique. Non, mais c'est dans l'alimentation. Mais dans l'alimentation. C'est exactement l'image que j'avais avant que tu le dises. C'est drôle. Hein. Dans les bougies, dans l'huile de massage aussi. Une huile de massage à la citronnelle, c'est génial. C'est frais. Et puis ça rappelle l'Asie du Sud-Est. D'accord. Et moi, ça me rappelle aussi plein de souvenirs d'enfance. Ça me rappelle à ma famille, du coup. Ouais, donc l'odeur de la citronnelle, ouais. Ça te manque? Ouais, ça me manque vraiment Moi, on est très famille. On est très famille parce que, qu'on soit asiatique ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, nous, on est. Vous êtes clan en fait, ouais. Ouais, et puis j'ai une grande famille. J'ai je sais pas combien de cousins, cousines. On est vraiment une très grande famille. Quand on se réunit, on est 50 à la maison. J'ai toujours baigné dans la famille. Et aujourd'hui, à Nantes, ça me manque beaucoup. Ouais, parce que ma famille est à Paris. Enfin, la majorité de ma famille est à Paris.
Mes parents sont la moitié de l'année en Thaïlande aussi. C'est eux, pour le coup, qui sont partis s'exiler. Oh, mais ils ont bien mérité. Mais voilà, ils sont retraités maintenant, donc ils vivent leur best life en Thaïlande une moitié de l'année. Et voilà, j'ai pas cette culture asiatique que j'avais quand j'étais à Paris, et ça manque beaucoup aujourd'hui à Nantes. Et mais c'est pour faire un événement, tu vois. Peut-être, après ça m'éloignerait un peu d'Amaï, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Enfin, la culture asiatique, c'est une super culture en plus. Et je sais que ça me nourrit aussi beaucoup, et aujourd'hui ça me manque un peu. Oui, dans ton équilibre. Ouais. Ok, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Je te souhaite une très belle journée et merci beaucoup, Samantha. Merci à toi, Marie-Astrid. Je t'en prie.